Il a des idées, il s'active beaucoup, il est âprement mené à la lutte pour la liberté. Pour les libertés, j'allais dire. Et Banda Kani, c'est un honneur aussi de vous avoir dans 90 minutes politiques. Bienvenue. Vous ne m'empêcherez pas de retourner l'honneur aux journalistes et aux hommes politiques. Oui. Candidat à l'élection présidentielle, il faut assumer ça maintenant. Bien sûr, il y a... On ne peut pas déconnecter on va pas se dédire. On ne va pas déconnecter ça. Donc c'est un immense plaisir, n'est-ce pas, d'être là. Je salue mon ami, du coup. J'apprécie la prémonition qui va se réaliser. Hein. Merci. Qui va se réaliser. Je salue tous vos millions de spectateurs dans le monde entier. Canal 2, c'est une chaîne internationale. Regardez dans le monde entier. Tout à fait. Je voudrais saluer tous les spectateurs qui nous regardent. Une fois de plus, c'est un immense plaisir d'être sur ce plateau. Alors, Guy Parfait Songué, c'est un politologue, et j'allais mettre à côté homme de Dieu, parce qu'il a une révélation. Il soigne, il guide, il enseigne. C'est un sujet qui mérite d'être traité entièrement à part, avec beaucoup de curiosité, peut-être d'intrigue aussi et de compréhension. Merci Guy Parfait de venir, et c'est rare vos sorties, surtout en ce moment. Merci Martial Bissoc. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 2. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de direct à Canal 2. Il m'agrée d'être là, parce que de toute manière, toutes ces casquettes, je les porte bien. L'homme de Dieu sert une royauté qui s'intéresse à tous les compartiments de la vie humaine. Il y a une petite chose peut-être qu'il faudrait que les uns et les autres corrigent. Il faudrait que les hommes cessent de croire qu'il y a des compartiments de leur vie qui ne concernent pas Dieu. Et il faut qu'ils cessent de coincer Dieu dans le carcan religieux. Dieu est en tout. Dieu est dans tout. Donc si vous croyez qu'il y a, par exemple, la politique dont Dieu ne s'intéresse pas, c'est que vous ne savez pas qu'il s'agit du vrai Dieu, le Dieu créateur. Donc je suis tout à fait à l'aise dans ma casquette d'homme de Dieu et de politologue, parce que tout cela fait partie du service à Dieu, de bien faire son travail là où on est. Bon, maintenant, le terme révélation, c'est bien plus que ça. Les gens qui viennent chez moi le dimanche à midi, ou les patients que j'ai à travers le monde, qui sont suivis soit depuis mon mur Facebook, soit depuis mon site internet www.guyparfaitsongué.com, savent que c'est au-delà de la révélation. J'ai une succession de dons qui ont été allumés, qui sont effectifs. Effectivement, le don de guérison, à la base, il y a le fait de pouvoir faire les prédications, ce qu'on appelle le don d'évangélisation, où il y a des enseignements assez spécifiques qui sont révélés parce que je ne fais que transmettre ce que le Seigneur me donne. Il y a le don de prophétie, il y a le don de délivrance. Ceux qui viennent chez moi savent qu'on gère même des cas de possession, donc c'est loin d'être une rumeur ou quelque chose de léger. On est en train d'assister à la mort de l'enseignant pour la soutane. Il se trouve que l'enseignant reste vivant. Guy Parfait, on revient. Permettez-nous de faire le tour. Vous aurez la parole, évidemment, parce qu'on va terminer avec Samuel Zoquet, qui est évidemment un analyste politique, ingénieur agronome à la base et consultant. Et il mène bien ses activités. Bonjour Samuel. Bonjour M. Bissoc, bonjour à l'ensemble du panel qui vous accompagne ce midi. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs dissimulés dans le monde qui ont pris l'habitude de regarder ce programme qui est véritablement un jeu de neurones et une tribune où on essaie de débattre des questions politiques. Alors, le premier thème, Cameroun, le thermomètre. J'allais d'ailleurs dire, quand je venais tout à l'heure, que Cameroun, l'effondrement, mais certains hystériques allaient peut-être nous traiter d'alarmistes. Non, mais il y a effondrement. Effondrement physique, et puis intellectuel, mental, effondrement politique d'un système, et ça nous intrigue, ça intrigue la communauté internationale, et puis on va commencer justement par l'effondrement au stade, déjà. Bien évidemment, c'est la petite goutte d'eau qui est à mettre à l'actif d'un régime vieillissant et croulant qui dirige ce pays depuis 37 ans. Vous voyez que le stade omnisport qui était en cours de rénovation a défrayé la chronique. Dans la journée de vendredi ou jeudi, en matinée, on nous a annoncé qu'effectivement, il y a eu affaissement d'une aile de la tribune présidentielle du stade omnisport de Yaoundé et que dans l'intervalle, on a enregistré un mort et plusieurs blessés graves.
malgré les visites multipliées ces jours-ci, j'avais envie de dire, d'appeler ça des sorties plutôt médiatiques et proches du vouloir, du paraître. Malgré toutes ces sorties du PM, on a véritablement du mal à croire qu'effectivement le Cameroun pourra véritablement abriter la compétition de la CAN de 2016 qui est prévue vers la fin de l'année. Et donc, on assiste encore une fois à une sorte d'improvisation. On est à la veille, pratiquement à quelques mois d'une échéance sportive continentale de haut niveau. Et les structures, des infrastructures sportives ne sont pas encore à jour. Et voyez-vous, l'incident du stade Omnisport est la démonstration de ce que rien n'a été fait depuis que le Cameroun sait qu'il doit abriter cette phase finale de la CAN féminine, d'abord en 2016 et celle des garçons en 2019. Rien n'a été fait, on fonctionne sur le registre de l'improvisation qui caractérise malheureusement ce système qui est pratiquement en faillite. Et je voudrais à la suite du docteur Guy Parfait-Songhai indiquer que cet incident qui arrive à l'Omnisport, effectivement, on peut établir un parallèle avec, comme vous l'avez d'ailleurs superbement bien fait, on peut établir donc un parallèle avec le système qui nous gouverne en ce moment, pour tout simplement indiquer que c'est des indicateurs de ce que le régime de M. Biya est pratiquement finissant. C'est un régime qui tâtonne, c'est un régime qui n'a plus rien à proposer aux Camerounais, c'est un régime qui est dépassé par les événements, c'est un régime qui mérite tout simplement d'être rangé dans les placards de l'histoire. Alors, Bandakani, pourquoi aller refaire du neuf sur du vieux? Est-ce que c'est pas cette culture du faux maquillage qui nous a amené un peu là aussi? Monsieur le Bissoc, poser la question de savoir pourquoi on fait du neuf avec du vieux, du neuf avec du vieux. J'espère que vous voulez faire de la pédagogie. Vous voulez m'amener à sortir du fond de moi-même. Parce que ce régime n'a pas le choix. Quand vous voyez son émergence historique, parce que c'est un vieux régime. Il a sa deuxième séquence d'évolution. Praïdjo, c'est Biya. Mais c'est le même système politique. Biya a aggravé parce que l'aggravation de la vacuité historique de tel régime est inscrit dans l'évolution. Même si ça avait été Aïdjo qui était trouvé président, on assisterait à ce convoi-là. Vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec le vieux Houphouët et les autres. C'est la structure de ces régimes-là qu'il faut interroger sérieusement si on veut comprendre. Ils ne peuvent que bricoler. Ils n'ont pas d'autre choix. Ça surprend ceux qui se contentent de comptabiliser les effets au détriment des causes. Pour comprendre ce régime, il faut être un bon médecin, c'est-à-dire savoir articuler les effets à la cause. Si vous êtes un médecin, le docteur Parfait-Songhai guéri, il comprend bien ça. Vous êtes médecin et que vous passez votre temps à soigner les effets d'un malade, vous le tuez en douceur. Il faut attaquer la cause, poser le diagnostic, attaquer la cause, et les effets vont disparaître parce que vous avez attaqué la cause. Donc, on est en face d'un système, d'un régime politique qui était condamné dès sa naissance et qui s'est effondré dès le jour où il est né. Vous n'avez qu'à convoquer les grands auteurs historiques. Les Dumont ont écrit des choses que si vous lisez aujourd'hui, vous aurez même honte. Tout ce qui se passe dans les Dumont écrit. L'Afrique est mal partie. Il décrit quel est le destin de ce type de régime. Régime essentiellement néocolonial. Ce sont des régimes extrêmement néocoloniaux qui n'ont pas vocation à développer leur pays, mais plutôt à développer les contradictions néocoloniales pour les mener à leur extrémité. C'est-à-dire, comme au Congo, par exemple, je ne sais pas lequel, j'ai juste pris un Congo au hasard, pour s'assurer de sa longévité, de sa mort au pouvoir, on est prêt à brader le pétrole des Congolais. Mais vous avez tout dit. Le destin des États, comme ceux du Cameroun, c'est de nous conduire, c'est de nous reconduire à la colonisation. Et vous n'avez qu'à voir l'histoire de l'Afrique depuis
la crise ivoirienne. Tout le monde sait, ce qui refusait de voir qu'il y a un projet de recolonisation de l'Afrique. Et c'est la mission historique des États néocoloniaux, dont le Cameroun nous conduit à ça. Regardez le pays aujourd'hui, vous parlez de fondement. Regardez le pays, regardez tous les indicateurs. Vous avez un pays qui, sous le président Avaïdjo, avait quand même accumulé des indicateurs qui permettaient de savoir que bon, ce pays va quelque part. Il y avait des statistiques économiques, néocoloniales on peut dire, mais il y avait des acquis à ce niveau, de grosses entreprises publiques qu'on aurait pu transformer en champions, comme les Chinois l'ont fait par exemple, s'il y avait des gens qui avaient un projet. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout vendu. On a tout privatisé. Vous voyez aujourd'hui, le principal pilier du régime, c'est Bolloré. On est revenu au point zéro. On est revenu à Kyriakides et compagnie. Et dans tous les domaines. Guy Parfait Songhai, à la suite. À la suite de ce que Bandakane vient de dire, puisqu'il a ouvert effectivement la problématique là où on devrait l'ouvrir sur un angle clinique, il faudrait s'étonner de voir qu'il y en ait encore qui soient surpris de l'effondrement. Ça fait des années que nous sommes en train de dire que le Cameroun fait partie des pays d'Afrique francophone qui n'ont pas obtenu d'indépendance. Parce que l'indépendance en elle-même était une imposture. On peut le dire autrement. Les fondations du Cameroun sont, pour l'essentiel, la médiocrité. C'est ceux qui ne voulaient pas l'indépendance qui l'ont reçue, ceux qui avaient une vision, qui avaient des convictions, qui avaient vocation à gouverner ont été décimés. La médiocrité ayant été installée au départ, c'est créer le système de médiocratie. C'est devenu un système avec une mécanicité rigide de destruction, d'anéantissement de tout ce qui existe de positif. Les gens médiocres sont comme ça, c'est symptomatique. Ils se méfient de toute forme d'émergence. Ils ont systématisé un mode de recrutement autour du gouvernement et à travers l'État qui a pour précondition la soumission à des sottises et à des bêtises. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'appartenance prioritaire à des clans, à des ethnies, à des groupes, à des micro-entités systémiques qui sont claniques, ethniques, politiques ou ésotériques. Et avec le temps, le satanisme étant, parce qu'il faut appeler chat, le satanisme étant, ils ont systématisé cela au-delà du politique, même dans le champ économique. Ils ont laissé pousser des entreprises dans lesquelles pour être recrutés, les préconditions, même dès le départ, sont d'appartenir à une organisation ésotérique. Ils ont amené ces préconditions. Au Cameroun, il n'y avait pas de problème d'homosexualité. Il y avait au départ au Cameroun un problème de soumission à des pratiques homosexuelles pour l'élévation politique. Ils sont partis des pratiques homosexuelles à systématiser l'homosexualité. Alors, cette perversion n'ayant pas de limite, et comme ils pratiquent de façon satanique à un niveau que les populations avec le bon sens commun ne peuvent pas soupçonner, ils ont réussi à noyer même la conscience nationale et à désubstantialiser le peu de nationalisme qui pouvait permettre de sauver le bateau. Avec le temps, le régime Biya, qui est effectivement la continuité du régime Ahidjo, est arrivé à jouir, permettez l'expression, de ses propres bêtises, au point où il n'a aucune chance de trouver des solutions, puisqu'il a veillé lui-même à anéantir tous ceux, et pas seulement tous ceux qui, mais tous ceux qui pouvaient l'aider à se questionner et à se réorganiser, à se réorienter. Maintenant, on est dans une situation où même les aveugles voient que le pays va mal. Les experts comme Onan Guinée... Il y a quelques aveugles qui ne voient rien du tout. C'est de la mauvaise foi caractérisée. Ils ne voient rien du tout. Si quelqu'un estime que le Cameroun est un pays qui se porte bien, en l'état de pourrissement que l'on voit dans l'espace public, c'est qu'il est de mauvaise foi. Alors, GPS, Guy Parfait Songhai, on revient à vous dans quelques instants. Samuel Zoké, j'ai suivi sur un plateau, vous êtes d'abord un consultant sportif et vous avez des responsabilités au sein de l'appareil sportif du Cameroun. Quand on dit par exemple pour sortir, hein, j'ai suivi chez mon ami et frère Bouba Ngomna qu'on dépense plus d'un demi-milliard pour des véhicules alors que les chantiers sont bloqués. Et on vous dit que non, ces directeurs d'administration ont besoin des véhicules pour aller contrôler les chantiers.
Moi, j'ai des gens qui m'appellent pour me dire, si ce n'est pas la preuve qu'on est fou, il faut qu'on trouve autre chose. Est-ce que c'est votre sentiment? Parce que eux, ils se justifient en disant, mais un directeur ne peut pas transpirer, c'est fait des véhicules de luxe pour aller. Je leur rappelle jusqu'au Rwanda, tout l'État rwandais a 10 véhicules. Et du président jusqu'au dernier ministre, 10 véhicules. Le parc automobile, c'est chiffré, c'est vu, et nous, on ne comprend rien. Les gens n'ont rien. Martial Bissok, c'est des comportements inadmissibles dans un pays. Parce que je suis un peu étonné que ça passe comme s'il n'en était rien. Mais dans un état sérieux, on ne poserait pas de tels actes. Parce qu'il faut déjà noter que les chantiers en question n'existent même pas. Comment est-ce qu'on va trouver des voitures pour des gens qui vont visiter des chantiers ou alors qui vont implémenter des chantiers qui n'existent nulle part? Parce que tout à l'heure, vous parliez de l'effondrement du stade Omnisport Amadou Ahidjo. La tribune présidentielle. Oui, et on arrive à ce stade alors que préalablement, on devrait construire un stade à Yaoundé, qu'on a même appelé le stade Paul Biya. Et ce stade, à l'heure où nous parlons, rien n'a encore commencé. Et c'est de la pure sorcellerie. C'est M. Guy Parfait Songhé qui aime souvent cette expression, et elle est réelle. Allez du côté de Yassa. Il y a un stade qui doit être construit là-bas, et on est au deuxième site. Ça veut dire qu'on a préalablement choisi un site qui s'est avéré être inapproprié pour la construction d'un stade. On est allé à un second site qui n'arrive pas aujourd'hui à être matérialisé et où on voit l'effectivité des activités. Et vous savez que la Coupe d'Afrique des Nations, pour la version masculine, c'est en 2019 et en janvier. Ce qui voudrait dire que si on veut être dans un tableau de bord, on pourrait considérer que c'est une activité qui se réalisera en 2018. Et la construction d'un stade, tous les experts sont unanimes là-dessus, c'est 36 mois minimum. Dans un pays où on travaille le jour et la nuit. Or, au Cameroun, nous connaissons le rythme de travail. Et maintenant, quand vous prenez la fluidité de la ville, une ville comme Douala, pour s'approprier des inputs qui vont entrer dans la construction de ces stades, vous comprenez, pour reprendre M. Bada Kani, qui reprenait Henri Dumont, nous sommes mal partis. Et maintenant, les gens ne se soucient même pas du gap, du retard accumulé, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la gabégie, ça veut dire que s'approprier des véhicules qui n'ont aucun impact dans la réalisation de cet ouvrage-là. Parce que ces véhicules ne participent en rien dans la mise en place de ces infrastructures. Il faut noter que tous ceux qui sont nommés pour suivre ces activités sont tous véhiculés. Et tous ont des bombes de carburant. On ne peut donc pas comprendre dans un État qu'est-ce qui peut pousser des individus à de tels ajustements. Et curieusement, dans cette opacité-là, qu'on jouisse d'une impunité réelle. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit même pas de hic qui va dans le sens d'arrêter cette gabégie. Au contraire, les gens s'en vantent plutôt. Alors, on a déjà fait, je rappelle que l'émission est très suivie sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube. Posez des questions, allez sur la page de l'émission, hashtag 90 minutes politique sur Twitter ou bien sur mon compte, Martial Bissok, et échangez avec nous en direct et en live. Alors, le port de Kribi, moi je sors de Kribi là et c'est quand même une curiosité mondiale. Toute une administration centrale, des préfets, jusqu'au secrétaire, et à Kondengui, ils se sont fait raser la tête hier et avant-hier. Et on dit que c'est une vague de 25, il y a une autre vague qui arrive, et on dit que les plus gros poissons sont encore dehors, des gouverneurs, des ministres, mais c'est pas possible qu'on en soit arrivé là. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens? Qu'est-ce qu'on peut dire à l'opinion? C'est quand même terrible qu'on ait arrêté tous ces gens, même des préfets en activité, sous-préfets, des hauts cadres, pour une affaire de terrain et de port et de vol. Djipo. En réalité, c'est un scandale. C'est le énième scandale qu'on enregistre dans ce chapitre-là. Vous savez très bien que les questions de détournement de fonds, les questions d'abus de biens sociaux et autres ne datent pas d'aujourd'hui. Et ce qui s'est passé à Kribi est tout simplement ahurissant. C'est-à-dire que des riverains qui ont été déguerpis n'ont pas pu rentrer effectivement et en totalité de leurs droits, droits de propriété, s'entend. Et par quelque alchimie, tout ce beau monde que vous avez cité là
ont été mouillés dans des transactions financières, dans des transactions foncières. Et c'est tout simplement dommage pour un pays qui aspire à être émergent. Donc moi je crois qu'en réalité, ce n'est même plus une surprise pour tous ceux qui savent comment ce régime fonctionne. Moi je vais encore insister là-dessus pour indiquer que lorsqu'en 1982, M. Biya arrive au pouvoir, des grands espoirs sont fondés en lui. Les gens pensent que voilà quelqu'un qui va faire changer les comportements et il vient avec un slogan qui aujourd'hui est devenu tout simplement creux et désuet. Rigueur et moralisation. Qu'avons-nous fait de ces deux slogans-là? C'est-à-dire 34 ans après. Qu'est-ce que c'est devenu? Bon, voilà comment ce monsieur a tout simplement changé de cap et tous les espoirs qui étaient placés en lui se sont évaporés, ont même fondu comme beurre au soleil. Et finalement, tout le système qu'il a entretenu, qu'il a mis en place et huilé, est un système de prébendier, un système de rente, où chacun veut accaparer le maximum de milliards possible pour s'assurer un matelas financier et un repos doré dès le lendemain qu'on n'est plus aux affaires. Donc, moi, je pense que ce qui arrive à Kribi et ce qui devrait même arriver ailleurs devrait tout simplement nous pousser à comprendre qu'effectivement, il est temps qu'on débarrasse le plancher, autant pour moi. Il est temps que M. Biya et son régime comprennent que ça ne va pas et que on peut leur aménager une sortie honorable en démissionnant tout simplement et en confiant les rênes de ce pays à des hommes purs, sûrs, sur qui les profondes aspirations du peuple sont orientées maintenant, c'est-à-dire des hommes qui sont véritablement des patriotes, parce qu'on a le sentiment que tous ces gens-là ne travaillent pas pour le Cameroun. On a en droit de se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment des Camerounais qui se comportent ainsi dans leur propre pays? Est-ce que nous allons nous développer? Est-ce que c'est les... Excusez-moi, je n'ai rien contre les Congolais. Est-ce que c'est les Congolais qui viendront développer le Cameroun en notre place? C'est quand même incroyable que ceux qui sont comme des modèles aujourd'hui, qui ont fait leur temps, continuent à ne pas penser à l'avenir de ce pays et continuent comment on dit ça, à détruire tout le petit capital de confiance que le peuple leur a placé en eux. Donc moi je trouve ça scandaleux que dans ce pays, qu'on n'arrive pas enfin à comprendre que l'intérêt général doit primer sur tout. Le vivre ensemble est une donnée fondamentale pour une nation qui veut être émergente. De belles paroles philosophiques, Bandakani. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce régime? On a l'impression que quand on dit stop, on vole encore plus. Donc on s'en bat à Bamenda, à Yaoundé, mais c'est un biaïsme, je ne sais pas comment qualifier cette maladie qui pousse l'autre à voler tout. Que peut faire Biya? Je ne sais même plus qui accuser, c'est pas compréhensible quand même. C'est pas compréhensible. Très belle question, Martial. Martial, comme vous avez l'art de les poser. Vous savez qui est le chef de l'État du Cameroun? C'est le gestionnaire du régime néocolonial. Vous savez qu'en gestion, la mission d'un gestionnaire, c'est de rentabiliser les investissements. C'est de faire que là où l'investisseur a mis 1000 francs, que l'investisseur rentre avec 10 000. Je vous dis que le régime néocolonial, l'investissement néocolonial qui a été fait dans les pays africains par la France, il ne faut pas oublier ça, on va parler de ce régime sans parler de la France. Non, allez-y, hein, personne ne vous a coupé. Non, je sais que c'est un plateau extrêmement libre ici. Si mon plateau ne peut plus s'exprimer, on ne s'exprimera plus nulle part ailleurs. Rassurez-vous. On se battra jusqu'à la mort. Je confirme cela parce que je connais ta trajectoire en matière de journalisme. Donc, j'étais en train de dire que l'investissement néocolonial français dans les 14 pays qui sont le précaré doit être fructifié. Et vous avez des gestionnaires qui sont là pour fructifier. C'est le rôle d'un monsieur comme Paul Biya. Quand vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire, on ne peut rien faire d'autre que ce qui est fait. À savoir amener ce pays à une deuxième recolonisation. C'est de cela qu'il s'agit, Martial Bissok. Alors tout à l'heure, mon ami Djipou était en train de poser. Il s'étonnait, mais
comment c'est possible? Mais ce régime-ci, depuis son origine, il est consubstantiellement corrompu. Son essence même, c'est la corruption. Vous savez comment, quand on veut faire un enfant, il y a des mécanismes pour faire un enfant. On connaît ça, nous sommes des parents ici. Ce qui se passe dans les familles, c'est reproduit au niveau de l'État. Il y a des mécanismes pour produire un type d'État. Si vous voulez produire un État vampire, il y a des méthodes pour le faire. Vous voulez produire un État de progrès, il y a des méthodes pour le faire. Dans le cas du précaré, c'est la technique de production des États vampires. Des États qui mangent, c'est-à-dire qui prospèrent en mendiquant leur peuple. Je parle de la mendication de pouvoir. Le temps qui professeur ne peut comprendre ça. On était dans la sorcellerie. Pourquoi lui seul? Non, je dis parce que bon, lui il a fait ça clairement. Je dis pour comprendre bien. Mon ami Zoké comprend bien, toi aussi. Donc je dis que c'est un État qui mendique son peuple. Mendiquer veut dire que vous n'êtes encore dans les rênes de vos parents, on vous a déjà mangé. On vous a vendu. Et il y a des mécanismes pour ça. Mais ce sont des grands sorciers. Vous avez un État sacrificateur. C'est-à-dire que des dirigeants sont dans des loges ésotériques avec pour fonction de vendre le pays mystiquement, d'ensorceler les populations pour en faire des zombies qui ont un pied, qui ont des mains, qui ont une tête, qui marchent, mais qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est un État bandit, de manière fondamentale. C'est-à-dire que vous avez... Ce n'est pas seulement les fonctionnaires qui volent. C'est parce que les conditions pour être un homme important dans l'État, pour s'y insérer au niveau élevé, c'est d'être un bandit. C'est structuré comme ça. C'est un État délinquant. Quand vous voyez comment la manière même de voler, parce que et ailleurs, on vole, mais c'est moins énervant. Mais les gens sont légers quand ils volent. C'est-à-dire qu'ils volent avec une désinvolture diabolique. Qui frôle l'arrogance. C'est-à-dire qu'une désinvolture, vous voyez, le membre du comité de pilotage là, qui lui cela a accumulé près de milliards de francs. De quelle manière? Les fins limiers de la police n'ont pas eu des efforts à faire. Tellement ils se croient tellement impunis. C'est leur nature qu'ils ne prennent même pas des dispositions même pour cacher un peu, pour le cas d'espèce. C'est une forme de délinquance structurelle qu'on ne peut pas définir. Et ça, je vous dis, c'est ça l'état du Cameroun. Hein. Il faut savoir quel régime nous avons à faire. La satanisation de ce système-là est tellement enracinée et cela s'est reproduit par des mécanismes divers, anthropologiques, sociologiques, culturels, même dans la mémoire des Camerounais, y compris dans leur famille, que c'est la seule raison qui explique comment est-ce qu'un tel régime a pu durer pendant 30 ans. Parce que ça aussi, il faut qu'une anthropologie de régime soit faite pour expliquer par quel miracle un tel régime a tenu 30 ans. Et ça nous interpelle tous. Comment est-ce qu'un tel régime tient chez nous pendant 30 ans? Et c'est là où moi je convoque comme lui la dimension divine. C'est-à-dire que pour comprendre ce niveau-là, il faut convoquer Dieu, le vrai Dieu comme il dit. Il faut le convoquer parce que lui seul peut nous expliquer. Par quel mécanisme on peut mendiquer un pays comme ça? Badakani, c'est bien, mais on va aussi comprendre avec vous un autre palier, le rôle du peuple aujourd'hui. Parce que je me méfie déjà du peuple camerounais que j'aime par-dessus tout. C'est comme si, une fois qu'on a dit ça ici, c'est nous qui serons les victimes de ce peuple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Pourquoi le peuple ne prend pas corps? Pourquoi les gens ne disent pas non si on laissait Dieu à côté? Parce que Dieu peut aussi faire vivre Abraham 170 ans, je ne sais pas où qui. Mais le régime peut aussi perdurer si les gens continuent à croire qu'ils ne sont pas concernés, rester à sa fenêtre et voir le changement de Bissok passer par la rue ou de Guy Parfait Songhai. Martial, on ne peut pas techniquement en appeler au peuple sans toucher la source. Les dimensions analytiques qui sont lancées par Badakani sont des dimensions à creuser. Je vais partir maintenant sur la personne du chef de l'État, pour que l'on voit les nuances. Quand vous voyez l'esprit des indépendances, il est bien écrit, il vous suffit de voir les mémoires de Focard. Cette émission est historique, entre guillemets, parce que je sens qu'on est en train d'aller loin dans l'analyse. Allez-y. Il était écrit, et Focard l'a dit, puisqu'ils veulent l'indépendance, on va leur donner des gouverneurs noirs. C'est-à-dire qu'on choisit un noir, c'est écrit noir sur blanc. On choisit un noir qu'on va appeler président, qui remplace le gouverneur blanc qui était là. Interprétation, Ahidjo était un gouverneur noir, Biya est un gouverneur noir. C'est un fait, d'un point de vue de l'analyse. Maintenant, la personne de son excellence Biaby Vondor, Paul Barthélemy, a été choisie pour gouverner le Cameroun pour les tares et les retards qu'on savait déjà sur sa personne. C'est une personne qui a été façonnée depuis le système français, moulée pour obéir. Il a fait 20 ans d'administration. Les gens qui veulent critiquer souvent M. Biya oublient qu'il a fait 20 ans d'administration au sommet de l'État, avant de devenir président de la République. Et donc, vous voulez le dédouaner? Non, je suis en train d'expliquer que je suis un analyste. Ok.
Je suis en train d'expliquer qu'on a observé la docilité du personnage et les deux chefs qu'il a eu du ministère de l'Éducation à la présidence de la République ont fait deux rapports identiques sur lui. L'un a écrit inapte à la prise de décision, l'autre incompétent dans la prise de décision. Bien, d'un point de vue managérial, on savait, la France savait, que Maître Biabin Van der Poel Barthélemy comme chef de l'État, c'est choisir une personne qui ferait comme expertise en management, le management laissé faire. Il n'avait pas la posture mentale, psychologique d'un chef. On est dans l'analyse. Donc à partir de ce moment, tout ce qui s'est passé, partant du coup d'État en 1984, allait parfaitement en harmonie avec leurs prévisions. Il a été déstabilisé dans le peu d'autonomie décisionnelle qu'il avait en pensant tout simplement qu'il lui faut défendre désormais son poste. Ça veut dire que quoi? M. Biya a développé une seule expertise en 34 ans de pouvoir, c'est comment rester là. Lorsque vous voyez son mode de fonctionnement, c'est une personne qui pratique, demandez aux experts en management, ils vont vous le dire. Le management, laissez faire. La seule chose où il ne laisse pas faire, c'est tout mécanisme qui représente de près ou de loin un danger pour sa position de pouvoir. Et le peuple dans tout ça, docteur? À cause de cette façon, il faut comprendre l'enchaînement. On est en pleine ingénierie institutionnelle. À cause de ce mécanisme que lui, il a développé, de sa façon de gouverner, les micro-entités systémiques autour de lui ont compris qu'il règne, qu'il ne gouverne pas. Et elles ont pris le pouvoir autour de lui. Dans ces mécanismes de prise de pouvoir autour de M. Biya, ils sont entrés d'abord parce qu'ils comprennent ça, tout est spirituel. Le pouvoir s'acquiert d'abord de façon spirituelle. Et là, on est dans le domaine ésotérique, c'est-à-dire le domaine du diable. Ils ont engagé un certain nombre de mécanismes depuis la dimension ésotérique pour anéantir le peuple. Ça, c'est la première étape où ils ont travaillé. Deuxième étape, tuer toute forme d'émergence en veillant à ce que jamais personne ne lève la tête. Ils ont institué la peur. Parce que vous vouliez comprendre, voilà les éléments qui ont été utilisés. On a institué la peur en faisant de nos résistants des maquisards. Ce qui fait que les enfants, quand on leur parle de leurs grands-parents, ils ne savent pas que leurs grands-parents étaient de véritables héros. Ils pensent que leurs grands-parents étaient des bandits. C'est comme ça qu'on a fait croire à tout un peuple comme le peuple bamileke que l'UPC était un parti de Bassara. Alors que plus de 500 000 Bamilekins ont été tués dans la lutte contre eux. Parce que pendant qu'on fêtait l'indépendance, les véritables indépendantistes étaient massacrés. D'abord, la peur a été utilisée comme instrument d'anéantissement de toute forme d'émergence. Ensuite, c'est systémique de recrutement conditionné. Parce que de toute façon, la précondition est surtout d'appartenir à un clan et non d'être performant, a contribué à instituer un système académique pédagogique, scolaire, qui ne se préoccupe pas de ce qui est essentiel pour le développement de la nation. Vous n'avez qu'à regarder les contenus de programme. L'histoire du Cameroun n'est pas enseignée au Cameroun. Absolument. C'est comme ça aussi qu'on a réussi à intégrer autre chose, la division à travers le tribalisme. C'est l'une des plus grosses sottises qu'on a mises dans l'esprit des gens. Enseigner par exemple que le Cameroun a 250 langues ou je ne sais pas quoi, ça n'a pas de sens. Regardez les arbres généalogiques. Je ne parle que d'arbres généalogiques des Camerounais sur 200, 300 ans, mais ces gens ont les mêmes ancêtres. Quand on dit, par exemple, j'aime le peuple de l'Ouest parce qu'il est symptomatique de ce mensonge scandaleux qui a été propagé. Les Bamileke, on les appelle tous Bamileke. Ça veut dire quoi, Bamileke? Ça n'a aucun sens scientifique, ce truc. Pourquoi est-ce que le Bamoun, quand il parle, le Tchang ne le comprend pas? On dit qu'ils sont tous Bamileke. Qu'est-ce que le Fondjombe Kouet fait avec les noms de Bassara? Pourquoi le Baganté a les noms des Bétis? Pourquoi on n'a pas remonté les chaînes pour qu'on comprenne les vraies sources de ces choses? Pourquoi est-ce qu'ils appellent les choses de la même façon? La tête, monter en haut, descendre en bas, etc. Regardez dans toutes les langues, même si vous êtes de l'ouest, du sud, de l'est, du centre, du littoral, nous parlons la même langue, mais personne n'a enseigné ça à l'école. Oui, mais parce que politiquement, c'est plus facile de créer une élite de l'Est avec une grosse tête et une élite du Sud avec des petits pieds. Ce n'est pas de l'invention, c'est un principe machiavélique connu, divisé pour mieux régner, injecté au Cameroun par la colonisation française et entretenu par le néocolonialisme. Parce qu'il faut répondre à vos questions. Permettez que je finisse. Allons-y, oui. 30 secondes qui parfait. La population
a été manipulé à des niveaux où on ne peut même pas le soupçonner. Au point où même quand les gens ont la lucidité de constater qu'il y a des dysfonctionnements, ils n'ont même pas la densité, l'épaisseur nécessaire pour réaliser ce qui leur arrive. Pourquoi? Et c'est un principe que je voulais dire. Il a dit, certains n'ont pas compris jusqu'à quel point c'était vrai, Bandakan il a dit, ils ont appris à tuer les enfants avant même leur naissance. Ils l'ont fait au niveau ésotérique, ils l'ont fait au niveau pédagogique, ils l'ont fait au niveau politique, ils l'ont fait au niveau économique. Pourquoi? Et c'est peut-être ça que certains ne voient pas. Créer la misère est l'une des meilleures manières de soumettre un peuple. Justement, alors Samuel Zoké, quand on regarde aujourd'hui ce peuple camerounais, moi j'ai mal. Les gens nous disent, vous vivez bien, vous voulez que les autres... Bon, c'est tout un discours très primaire et grégaire que j'écoute comme ça. Mais on ne peut pas regarder ce peuple aujourd'hui sans avoir un pincement dans le cœur. Nous qui, du haut de nos 4x4, du haut de nos V8, du haut de nos 28 immeubles, quand on passe dans la rue, il y a un message que les gens nous passent dans les quartiers. C'est invivable. Qu'est-ce qu'on peut ressentir, à moins qu'on soit insensible, comme tous ces voleurs, tous ces boss, ces pillards, ces petits gens de rien du tout finalement. D'abord, M. Bissok, on a institué un régime de la peur. Ça veut dire que, quoi qu'on dise, on va tout maquiller dans ce pays, mais le Cameroun est un État totalitaire. Et c'est un État arbitraire. Vous voyez pas de manifestations. Ça veut dire que le pouvoir est tel qu'il faut pratiquement écraser tout individu. Et ça a mis la peur dans la conscience du peuple camerounais. Et l'autre chose, M. Guy Parfait-Songhé l'a dit, c'est la clochardisation systématique de l'ensemble des Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ce qu'on appelle cadre dans les multinationales, leur salaire, c'est une sous-traitance qui traite leur salaire et qui paye à la fin du mois. Ils n'ont même pas de cotisation à la CNPS. C'est pour ça que la CNPS a risqué de faire faillite s'ils n'avaient pas mécaniquement essayé d'amener... Ça veut dire qu'on va prendre une société, faites-moi un procès si vous voulez... Société de placement du personnel. Oui. On va vous licencier de la multinationale et c'est la société de prestation qui va vous recruter et qui va maintenant vous vendre à la multinationale. Et au quartier, on va vous appeler cadre parce que vous avez une voiture grossière de branding. Vous n'en êtes pas. Le jour où vous perdez votre emploi, c'est là où on se rend compte que c'était une coquille vide. Et cette clochardisation, lorsqu'on a commencé par les masses les plus inférieures, les autres qui s'estimaient être des cadres ont cru qu'ils étaient à l'abri. C'est la même chose quand on dit aujourd'hui que nous avions cette administration des délinquants. C'est quoi? C'est la clochardisation du fonctionnaire au Cameroun. Quand vous voyez la rémunération de ceux qui nous dirigent, si c'est ça, si c'est de ça qu'ils devraient vivre, je dis tout le monde... Mais est-ce que c'est pour ça qu'on va partir de 100 000 à 1 milliard dans sa poche? Voilà les causes, M. Bissok. Lorsque les gens ont accepté d'être payés en monnaie de singe dans la haute administration, parce que personne aujourd'hui dans la haute administration ne peut avoir 500 000 francs de salaire, ça il faut le savoir, jusqu'au ministre. Et curieusement, les gens ont développé des mécanismes de soustraction de la fortune publique. Et ces mécanismes, ils les ont institutionnalisés. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que les gens ont pratiquement fait du banditisme une religion, une pratique, et ils ne se donnent même plus des limites. Quand vous prenez le cas d'Écribi, M. Bissok, et l'autre chose, j'allais en venir, c'est que dans la gestion de nos États, les rôles ne sont pas bien clarifiés. Vous avez ce qu'on appelle un éparpillement des rôles et vous avez même ce que j'ai un chevauchement. Prenez même les ministères, prenez des questions de gestion d'environnement. Vous allez trouver 10 ministères qui s'englutinent là, personne ne fait rien. Et c'est ce qui fait que la gestion du terroir aujourd'hui, vous avez l'administration territoriale qui est au début et à la fin. Comment un sous-préfet peut être celui qui va faire les descentes pour matérialiser les terrains? C'est lui qui va constater la rémunération qu'on doit accorder à ceux qui ont été déguerpis et c'est lui qui doit venir verser cet argent aux bénéficiaires. Et grossièrement, ils ont l'argent liquide sur leur table. Et curieusement... Et un des gars m'a dit, je ne vous coupe pas, que mais, M. Bissok, on ne peut pas toucher le miel sans en garder un peu au bout des doigts. Si j'étais un officier, un procureur, mais bon, allez-y. Donc, M. Bissok, vous voyez donc un seul individu est ordonnateur de la dépense.
c'est lui qui exécute la dépense, c'est lui qui analyse la qualité de la dépense, c'est lui qui contrôle. Juge de Alors, l'opportunité. justement, Curieusement, oui. c'est la même personne qui se retrouve donc au début et à la fin. Les gens se sont attribués les terres à crédit alors qu'ils ne sont pas originaires des villages où il y a eu... Mais comment vous pouvez avoir un port prospère si ceux qui ont le sang et le nombril là sont spoliés et volés? Mais c'est de la malédiction. Alors Dipou, qu'est-ce qu'on peut faire? On a tous dit de très belles choses qui vont rester. Oui, vous allez revenir, mais qu'est-ce qu'on peut dire puisqu'on est en train de courir dans cette gabégie, dans cette hymne à la gabégie au Cameroun et à l'impunité? Je voudrais m'intéresser au rôle du peuple camerounais. Parce que dans cette affaire, je crois que tous les voyants indiquent clairement qu'il n'y a plus rien à faire. Le régime est pourri, le système est compromis, de la tête aux pieds. Les hommes ne sont plus crédibles. Peut-être avec la nouvelle classe politique que vous représentez, vous êtes probablement l'une des fiertés de la jeunesse camerounaise, ce qui converge les aspirations du peuple profond. Donc je voudrais interroger ce peuple-là pour dire que s'il est resté jusque-là comme un spectateur stérile, il faut faire très attention. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on a accumulé trop de frustration, on devient incontrôlable. Regardez autour de nous. On a vu ce que les autres ont appelé le printemps arabe. Ça a balayé des généraux, ça a balayé des dictateurs, ça a balayé... Allez même en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina Faso, il y en a marre, etc. Donc vous voyez, quand le peuple accumule des frustrations, il devient incontrôlable et dangereux en même temps. Cela veut dire que moi j'ai bon espoir que ce peuple un jour va se lever comme un seul homme pour dire stop. Je voudrais, c'est pas une invite à la rébellion, loin s'en faut, nous ne sommes pas là pour ça. C'est un plateau républicain. Nous analysons juste les faits et puis nous essayons de tirer des leçons qui s'imposent. Donc ce peuple a un rôle moteur à jouer dans ce qui peut être considéré comme la récupération d'un Cameroun qui est exempt, si on peut le dire ainsi. Parce que vraiment dans tous les secteurs d'activité, rien ne va. Rien ne va, même le simple petit domaine du sport qui nous donnait un peu de fierté et fédérait les Camerounais, même là, j'ai envie de dire, passe-moi l'expression, c'est cacateux. Donc, vraiment, à ce rythme-là, il n'y a que le peuple, à travers des élections libres et sincères, qui peut décider de mettre un terme à ce régime qui l'a véritablement clochardisé, pour reprendre dans l'inconscient collectif, on a fait croire, Bandakani, vous qui allez revenir là-dessus, on a fait croire aux Camerounais que oser parler de l'alternance, c'est un crime non seulement de lèse-majesté, mais c'est un crime de pendaison. Pourtant, c'est dans cette République quand même tout ce qu'il y a de logique. Banda. C'est-à-dire que ne faisons pas comme si on ne comprend pas la structure géopolitique et géospirituelle de ceux qui nous gouvernent, de l'État du Cameroun. Tout à l'heure, quelqu'un, mon ami Nzoké, il a dit que ce sont les ministres qui institutionnalisent le vol, les pratiques de vol. Vous avez bien compris, pas défendre votre pensée. Non, ça veut dire que vous êtes très gentil, vous êtes même très poli. Est-ce que vous pouvez expliquer comment dans un régime, quelqu'un qui organise l'inertie est le plus grand dénonciateur de l'inertie? C'est une véritable curiosité. Comment tu peux expliquer ça? Il faut savoir qui nous gouverne et qui est notre chef. On n'est même pas gouverné. Quelqu'un qui organise l'inertie, il est le plus grand dénonciateur de l'inertie. C'est parce que c'est un sacrificateur. Oui. C'est un sacrificateur. Oui. Et quand vous êtes dirigé par un sacrificateur, c'est une autre dimension de la politique. On n'a pas le temps pour débattre ça. Quand vous êtes dirigé par un sacrificateur, ça veut dire que ce régime, ce ne sont pas les ministres qui ont institutionnalisé la gabégie. C'est que la gabégie et la corruption, c'est une forme de gouvernement. Il faut comprendre ça. C'est une forme de gouvernement. Et le président Biya est maître dans ça. Est-ce que vous savez qu'un ministre ne veut pas, au-delà de 5 millions, il est obligé de se référer à la présidence? Oui. Mais alors, et comme vous avez des ministres qui se retrouvent seulement en prime,
ils ont un salaire de moins d'1 million au Cameroun. Mais bien que les prix mensuels, il y a un ministre, 36 millions de francs. 36 millions de prix mensuels. Je ne vais pas citer son nom. Vous voyez que la présidente n'est pas au courant? Laissez de côté le pillage et le vol qu'il fait. Quand un gouverneur, on lui adjoint 3 postes de PCR. Alors, qui fait ça? Qui nomme? Sans compter les caisses noires. Alors, qui nomme tout ça? C'est-à-dire l'argent qui est géré hors budget. Hors budget. Les caisses d'avance. Alors, qui nomme? Alors, c'est un mode de gouvernement. Lorsqu'un régime a des fondements sataniques tels qu'on l'a démontré, et c'est le cas de tous les pays du précaré français, le maestro de l'affaire, c'est la France. Avec ses gouverneurs. Il a bien formé ses gouverneurs. Si on dit aussi à la France, oui, mais tout le temps la France, Banda. Je vous comprends, mais bon, c'est pas une esquive. Non, je comprends, vous faites votre travail. Vous ne pouvez pas parler du Cameroun sans parler de la France. Allez-y. Si vous faites ça, c'est un déni de l'histoire qui est inacceptable. Je sais que c'est pas facile chez nous ici. Il y a des campagnes, on n'a pas peur, il y a des campagnes terribles pour empêcher ça, mais vous ne pouvez pas. C'est un fait historique. La trame de l'histoire camerounaise se confond avec le fait La France, cette grande patrie de droits de l'homme, de Rubichon. Oui, tout à fait. Grande patrie des droits de l'homme pour les Français, mais patrie assassine pour les autres peuples. Ok. Toute l'histoire du Cameroun et des pays du précaré, c'est une histoire où vous allez monter et descendre. C'est une affaire, c'est un conflit mortel, géohistorique avec la France. C'est un fait. Ça ne veut pas dire que je suis anti-français. La bagarre va... on va lutter. Non. On va sauf que lutter. On n'a pas le choix. Alors, je vais revenir. Alors, je vous dis que vous voyez donc que ce n'est pas... C'est le cœur de l'État. Et ne peut que gouverner que par la corruption. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est le cas de l'opération prévu, on va choisir. Il y a 2 types de personnes qui vont en prison. Alors, moi qui le dis, je soutiens l'opération épervier, pas parce que j'aime trop la tête du président, mais parce qu'il vaut mieux ça que rien du tout. Alors, 2 types de personnes vont en prison. Ceux qui menacent le pouvoir, à un moment donné, politique constitue un danger. C'est-à-dire qu'ils se sont tellement enrichis au point où, pour protéger leur richesse, ils doivent conquérir le pouvoir politique, c'est bien dangereux. Et il y a ceux qui, à un moment donné, lorsque le régime est menacé, il le faut sacrifier. Il faut sacrifier, on prend 3, 4, 5, on met en prison. Voilà, c'est-à-dire, voilà la logique. Comme les gens qui sont à Kondengi, là maintenant, parce que à côté les des préfets qu'on a pris, ils vous disent, mais pourquoi on laisse le gouverneur, pourquoi on laisse le ministre, pourquoi on laisse... Sans les dédouaner, ils doivent aller en prison, mais pendant qu'on les met en prison, il y a les gens qui volent tous les jours à côté du chef de l'État. Tout à fait. On ne les arrête pas, tous les jours ils sont là, on les connaît, on ne les touche pas. Parce qu'ils sont au cœur de la structure géospirituelle qui tient le pays. Maintenant, je reviens à la notion du peuple. On va parler du peuple. Marcel Bishop, faisons attention quand nous parlons du peuple camerounais. D'abord, sur le plan de la science politique. Il n'y a pas de peuple sans la dialectique. C'est-à-dire wagon-locomotive entre les leaders, entre le leadership politique et les masses laborieuses qui le suivent. Donc quand on parle de peuple, pour qu'il y ait peuple, il faut ces deux piliers-là pour parler du peuple. Le peuple est une construction. On fabrique un peuple. Tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle dans un langage les structures organiques de l'État, ou bien les appareils organiques d'État. C'est Gramsci qui a travaillé dessus. C'est-à-dire que ce sont des appareils qui fabriquent un peuple, qui fabriquent un type de population correspondant aux besoins du régime. C'est comme une usine industrielle. On fabrique un peuple à un moment donné. Donc il y a eu une fabrication à partir d'un moment donné d'un type de peuple correspondant à ce que le régime RDPC voulait pour le Cameroun. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans les années 80, on vous généralise à tous les points de rue les bars. On généralise la débauche. On généralise la médiocrité dans tous les endroits. Vous allez dans un lycée public. Moi, ma fille est dans un lycée public, c'est de quoi je parle. Les professeurs, de façon systématique, si on prend ce cas précis, n'enseignent plus dans les cours normaux, les cours réguliers. Chacun a un cours de répétition où il donne ses vrais cours. Ça veut dire que si un enfant vient de façon assidue à la classe en semaine, il n'a aucun cours. Le professeur choisit de faire échouer les élèves qui ne viennent pas à ses cours. Il faut qu'il ait fait la répétition. Oui. Je termine après-moi. Oui, allez-y. Avec ta permission. C'est pas moi qui donne le temps. C'est Collins qui me regarde. Ce peuple camerounais, vous voyez, il s'est constitué un peuple plusieurs fois dans l'histoire. Depuis 1884. Quand il s'est constitué comme peuple pour soutenir les Mangabel, les Ngossodine, les Koumambapé, tous ces gens qui luttaient contre les soqueries allemandes. On a vu avec les Oumyobe, il s'est constitué historiquement comme peuple. Il s'est constitué comme peuple historiquement dans les années 90. Donc, il y a des séquences qui font qu'il ne faut pas le condamner. Il est dans une situation compliquée. Il est dans une situation complexe parce qu'il a maille à partir avec un des régimes les plus terribles du monde. Et il faut comprendre que de temps en temps, il y a ce flux et ce reflux dans sa dynamique d'émergence comme peuple. Seulement, faisons attention. Allons-y. Je ne suis pas de ceux qui envoient les masses dans la rue n'importe comment. J'ai été un maître de la rue en toute modestie dans ce pays, c'est de quoi.
Si dans le contexte actuel, nous envoyons les masses dans la rue, sans qu'il y ait une corrélation claire de type leadership, wagon, et peuple, locomotive, et peuple comme wagon, le système néocolonial va se reproduire au moins pour 100 ans. C'est le projet pour lequel la France et d'autres puissances travaillent dans un pays comme le Cameroun. Ils ont leurs agents au sein du gouvernement. Au point où aujourd'hui, la question du présent qu'on appelle le présent Biamena se confond avec son attaque. D'où l'effondrement. Alors Guy Parfait Songhai, moi je suis pas très intelligent. J'ai envie de comprendre. Parce qu'au Cameroun, on dit il y a le peuple, mais il a dit il faut le wagon, il faut le leader. On respecte le leadership. Leadership ou leader, pas de jeu de mots. On respecte le combat de nos aînés, Frundi, 90, Pawatou, Ntarekon, et tout cela. Après, on cherche quand même des leaders. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller s'équiper, il faut aller s'armer de Kalachnikov, il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un nouveau type de discours, une nouvelle boutique politique, parce que les vieilles idées de la boutique politique sont périmées. Où sont les leaders? Qu'est-ce qui va se passer au lieu de regarder Bissok? Je vais répondre à cette question en 2 temps. La première chose que beaucoup de personnes semblent ignorer, d'un point de vue stratégique et même tactique quand on veut regarder, c'est qu'ils ont profondément sous-estimé la manière dont l'État du Cameroun fonctionne. On n'enseigne pas ça à l'école, ces choses-là. Il n'y a aucun enseignement de sciences politiques qui va vous montrer comment l'État fonctionne. Ils ont sous-estimé d'abord la puissance des services de renseignement qui sont utilisés prioritairement pour anéantir toute forme d'émergence. Ils ont sous-estimé la manière dont les fonds de souveraineté sont utilisés pour, entre autres, anéantir toute forme d'émergence. On va le dire rapidement. Ceux qui tiennent l'État, parce que vous avez le peuple, vous avez les acteurs politiques au-dessus, vous avez les acteurs au pouvoir, vous avez les décideurs. Donc la 4e strate que nous venons de citer, les décideurs, ceux qui tiennent au pouvoir, veillent à ce que la société civile ne fonctionne pas. Veillent, ce sont les mêmes qui veillent à ce que le RDPC lui-même, qui est un parti d'État, il n'est pas un parti d'État, c'est un parti d'État, ce n'est qu'un instrument du pouvoir central, que lui-même ne fonctionne pas. Veillent à ce que les partis politiques d'opposition ne fonctionnent pas. Quels sont les outils pour anéantir le leadership d'un point de vue politique, d'un point de vue stratégique? C'est d'abord la corruption, une surexploitation des services de renseignement pour anéantir toute forme d'émergence. De ce point de vue, le Cameroun est un État policier. Ils regardent 24 heures, ils sont nombreux à regarder 24 heures chrono à la télé. Ils ne savent pas que nous avons le matériel. Qui voit la télé? Nous avons le matériel. C'est un gars des services de renseignement où on dit ce qu'ils veulent. Ils veulent me dire, je suis informé. Je sais même quelles entreprises ont livré le matériel. Je ne suis pas en train de dire les choses conditionnelles. Puisque je suis, en tant que consultant, j'ai été consulté pour beaucoup de problèmes secrets, sensibles dans ce pays. Donc on peut pas, même si quelqu'un a de hautes responsabilités dans les renseignements, il va pas me mentir. Je passe. Il nous reste 4 minutes. Je continue. Vous avez l'obligation de réserve, docteur. Non. C'est pas ça qui les a poussés à vouloir m'assassiner. Ils auraient dû réfléchir avant. Personne ne pourra toucher Guy Parfait Songhai. Allez-y. Continue. Oui, allons-y. À partir du moment où ils ont organisé les assassinats, en utilisant les moyens ésotériques, ils tuent par la sorcellerie, il a parlé de vente, et ben ça appelle ça Kong et tous les autres. Ils peuvent rendre Mbouamassok fou. Hein. Oui, oui, oui. C'est ça. ça. fait partie des stratégies. Maintenant, ils vous écrasent au niveau social en veillant à ce que rien de ce que vous faites ne marche. Ils ont tué tous les leaders. Vous ouvrez une société, elle ferme. En masquant cela sous les formes d'accidents ou bien de maladies. Ce sont des assassinats. Je passe. Il reste, quand l'homme est dépassé, même dans la cécité la plus totale, il lui reste quand même à se demander, je viens d'où? Et c'est là où on répond à la question, il faut Dieu pour résoudre le problème. Oh, c'est-à-dire que quoi? Non, monsieur Bissok, je ne suis pas un religieux. C'est un autre débat. Si vous voulez organiser un autre débat, samedi prochain, oui. est à l'aise là-dessus. Oui, on va refaire le panel. Il faudrait que l'on soit d'accord avec le bon sens. Oui. Commun, on ne peut pas fuir les problèmes d'ici-bas pour dire que c'est Dieu. C'est parce qu'on vous a fait croire que Dieu est un spectateur. Il faut qu'on cesse de voir Dieu comme religieux. Il faut qu'on comprenne. Quand on dit que Dieu est vivant, c'est-à-dire que quoi? Il agit. Bon, ce n'est pas une question de religion. Si Dieu était vraiment agissant, c'est qu'il n'allait peut-être pas... Non, c'est qu'il y a tout un enseignement à apporter là-dessus. Ne vous en faites pas, nous sommes à l'aise pour traiter de cette question. Non, il faudrait que les gens s'habituent au Dieu vivant, celui qui agit, celui qui a sorti le peuple d'Israël de la captivité, après plus de 430 ans de captivité. Ah non, on ne va pas faire 400 ans, mais non, c'est pas possible. Ce Dieu-là est vivant. Avançons, ce Dieu avançons, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob,
de Jésus-Christ qui d'ailleurs était des Noirs. L'émission a dérapé totalement. Là. Il faudrait que l'on tombe d'accord, même sur le plan politique, économique et dans tous les autres secteurs, que le retour à Dieu, la reconstruction de la relation à Dieu, je suis d'accord. Alors, et c'est comme ça qu'on va résoudre les problèmes. Vous avez vu qu'on a consacré l'émission au premier thème, le Cameroun qu'on a dans la chair, mais le monde entier nous regarde. Aujourd'hui, c'est le 14. À Abuja, il y a encore ces forces-là qui se réunissent, la France, les États-Unis, le Nigeria, le Cameroun. Quand Boko Haram est fini, quand on avait besoin d'eux, ils disaient qu'on n'est pas une armée, qu'on n'est rien du tout, on va disparaître. Une petite analyse, 30 secondes, un dernier tour de table. Oui. On leur accorde le temps qui est nécessaire pour eux, parce que franchement... Oui, mais M. Bissok, il faut noter une chose. C'est que le 17 mai 2014, il y a eu la rencontre de Paris qui préparait justement la riposte contre Boko Haram. Il y a eu plein de promesses qui avaient été faites, mais nous avions vu au cours des années que ces promesses-là étaient des vaines promesses. Et aujourd'hui, nous sommes très déçus que nos chefs d'État, ayant résolu partiellement le problème, je dirais même totalement le problème, se retrouvent aujourd'hui en train de faire comme si c'est les autres qui les ont aidés à trouver la solution. Moi, je crois que la réunion d'Abuja devrait servir à faire le bilan de ce qui a été fait et la France ne devrait pas être... Djipou, monsieur le rédacteur, 30 secondes. Abuja, maintenant les Blancs viennent s'asseoir pour nous dire que refaites la guerre ou... Je sais pas, je comprends rien. C'est un vaste cycle. J'ai envie de dire que je ne sais pas pourquoi jusque-là on n'arrive pas à prendre au sérieux les propos de la deuxième personnalité, enfin troisième personnalité de ce pays, M. Kavaye Guedjibri, qui plus d'une fois à l'Assemblée nationale a bien indiqué que Boko Haram est parmi nous. Moi, je ne sais pas pourquoi, jusque-là, aucune initiative ne vise à interpeller ce monsieur pour en savoir davantage. Il connaît des choses dans le Gandoura. Hein? Eh bien, c'est ce que j'ai la faiblesse de penser comme vous. Et je suis d'autant plus intrigué que personne ne fait justement rien pour aller comprendre le fond de sa pensée. Parce que, comme Jésus, puisque tout le monde est devenu... Oh non! Tout le monde est devenu subitement... Pas sur ce plateau. Pas subitement. Attendez le jour du Seigneur. Tout le monde est devenu des théistes. Je crois que, comme Jésus, lui-même a parlé en parabole. Et c'était aux autres, ceux qui pensent qu'ils travaillent pour le renseignement, ceux qui pensent qu'ils travaillent pour la sécurité de ce pays, devraient approcher ce monsieur pour creuser et comprendre vers où s'orienter sa pensée. Au lieu de filer Guy Parfait Songa, alors Badakani, on est en train de partir. Rapidement, je dirais d'abord, ne t'inquiète pas. Quand je parle de leadership, je ne parle pas de l'absence de leader. Il y a des leaders. Sinon, tu t'insistes toi-même. Tu es un leader. Il y a des leaders. Ce n'est pas un point de vue. Au moment venu, les leaders, les dynamiques historiques, même fabriquent leur leadership pour s'accomplir. Là, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a un travail de fond qui se fait, de renouvellement de façon dialectique et tout. Il y a des leaders. Le peuple camerounais n'est pas en manque de leaders pour sa destinée. Ça me rassure. Non, rassure-toi. Mais sinon, Tom, tu fais quoi? Tu es là? J'avais des doutes. Non. Allez-y. Allons-y. Tout le monde ici là. Mais Djipou, c'est un leader. Donc, c'est un leader, pas fait son c'est un leader. Badakani, allons-y. 30 secondes. La question d'Abuja est simple. Les pyromanes viennent d'éteindre le feu. Les pyromanes, un des plus grands représentants de la pyromanie mondiale internationale, monsieur le président Hollande, est à Abuja. C'est le pyromane qui vient éteindre le feu. Ce qu'on déplore, c'est quoi? C'est que pour faire ça, il est entouré par ses représentants, ses satrapes, pour être impoli, envers le chef d'État, les gens qui jouent ce jeu. Bon, allez, on va partir. Guy Parfait, on est en train de partir. Abuja, c'est fini, ça recommence. C'est une mise en scène. Nous sommes les dessins animés des petits gens là. Une mise en scène une fois de plus pour continuer à pérenniser le pillage d'un continent conquis depuis 5 siècles et dont on dit qu'il est pauvre. Étonnant, n'est-ce pas, de venir en permanence voler chez nous et dire que c'est nous les pauvres. Allez, merci. Samedi prochain, soyez plus nombreux parce qu'on a battu les records d'audience. Ça a été avec le concours d'Alain Djipou, rédacteur en chef du Messager, le Messager qui m'a ouvert les tribunes aujourd'hui. Enfin, il faut donner la parole aux gens pour qu'ils soient écoutés, surtout ceux qui sont porteurs des projets de société. Merci Badakani. Votre devoir m'interpelle. Vous êtes un patriote. Merci à Guy Parfait Songa. Revenez sur Terre de temps en temps. Vous vivez au ciel déjà. Allez, Samuel Zoké. Merci. Ciao, ciao. Yeah.
le chef de l'État du Cameroun, c'est le gestionnaire du régime néocolonial. Vous savez qu'en gestion, la mission d'un gestionnaire, c'est de rentabiliser les investissements. C'est de faire que là où l'investisseur a mis 1000 francs, que l'investisseur rentre avec 10 000. Je vous dis que le régime néocolonial, l'investissement néocolonial qui a été fait dans les pays africains par la France, il ne faut pas oublier ça, on ne peut pas parler de ce régime sans parler de la France. Non, allez-y, hein, personne ne vous a coupé. Non, je sais que c'est un plateau extrêmement libre ici. Si mon plateau ne peut plus s'exprimer, on s'exprimera plus nulle part ailleurs. Rassurez-vous. On se battra jusqu'à la mort. Je confirme cela parce que je connais ta trajectoire en matière de journalisme. Donc, j'étais en train de dire que l'investissement néocolonial français dans les 14 pays qui sont le précaré doit être fructifié. Et vous avez des gestionnaires qui sont là pour fructifier. C'est le rôle d'un monsieur comme Paul Biya. Quand vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire, on ne peut rien faire d'autre que ce qui est fait. À savoir amener ce pays à une deuxième recolonisation. C'est de cela qu'il s'agit, Martial Bissok. Alors tout à l'heure, mon ami Ndjipou était en train de poser. Il s'étonnait, mais comment c'est possible? Mais ce régime-ci, depuis son origine, il est consubstantiellement corrompu. Son essence même, c'est la corruption. Vous savez comment, quand on veut faire un enfant, il y a des mécanismes pour faire un enfant. On connaît ça, nous sommes des parents ici. Ce qui se passe dans les familles, c'est reproduit au niveau de l'État. Il y a des mécanismes pour produire un type d'État. Si vous voulez produire un État vampire, il y a des méthodes pour le faire. Vous voulez produire un État de progrès, il y a des méthodes pour le faire. Dans le cas du précaré, c'est la technique de production des États vampires. Des États qui mangent, c'est-à-dire qui prospèrent en mendiquant leur peuple. Je parle de la mendication de pouvoir. Le docteur professeur ne peut comprendre ça. On était dans la sorcellerie. Pourquoi lui seul? Non, je dis parce que bon, lui, il a fait ça clairement. Je dis pour comprendre bien. Et mon ami Zoké comprend bien, toi aussi. Donc je dis que c'est un État qui mendique son peuple. Mendiquer veut dire que vous n'êtes encore dans les règnes de vos parents, on vous a déjà mangé. On vous a vendu. Et il y a des mécanismes pour ça. Mais ce sont des grands sorciers. Vous avez un État sacrificateur. C'est-à-dire que des dirigeants sont dans des loges ésotériques avec pour fonction de vendre le pays mystiquement, d'ensorceler les populations pour en faire des zombies qui ont un pied, qui ont des mains, qui ont une tête, qui marchent, mais qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est un État bandit de manière fondamentale. C'est-à-dire que vous avez... Ce n'est pas seulement les fonctionnaires qui volent. C'est parce que les conditions pour être un homme important dans l'État, pour s'y insérer au niveau élevé, c'est d'être un bandit. C'est structuré comme ça. C'est un État délinquant. Quand vous voyez comment la manière même de voler, parce que et ailleurs, on vole, mais c'est moins énervant. Mais les gens sont légers quand ils volent. C'est-à-dire qu'ils volent avec une désinvolture diabolique. Qui frôle l'arrogance. C'est-à-dire qu'une désinvolture, vous voyez, le membre du comité de pilotage là, qui lui cela a accumulé près de milliards de francs. De quelle manière? Les fins limiers de la police n'ont pas eu des efforts à faire. Tellement ils se croient tellement impunis. C'est leur nature qu'ils ne prennent même pas des dispositions même pour cacher un peu, pour le cas d'espèce. C'est une forme de délinquance structurelle qu'on ne peut pas définir. Et ça, je vous dis, c'est ça l'état du Cameroun. Hein. Il faut savoir quel régime nous avons à faire. La satanisation de ce système-là est tellement enracinée et cela s'est reproduit par des mécanismes divers, anthropologiques, sociologiques, culturels, même dans la mémoire des Camerounais, y compris dans leur famille, que c'est la seule raison qui explique comment est-ce qu'un tel régime a pu durer pendant 30 ans. Parce que ça aussi, il faut qu'une anthropologie de régime soit faite pour expliquer par quel miracle un tel régime a tenu 30 ans. Et ça nous interpelle tous. Comment est-ce qu'un tel régime tient chez nous pendant 30 ans? Et c'est là où moi je convoque comme lui la dimension divine. C'est-à-dire que pour comprendre ce niveau-là, il faut convoquer Dieu, le vrai Dieu, comme il dit. Il faut le convoquer parce que lui seul peut nous expliquer. Mais par quel mécanisme on peut mendiquer un pays comme ça? Badakani, c'est bien, mais on va aussi comprendre avec vous un autre palier, le rôle du peuple aujourd'hui. Parce que je me méfie déjà du peuple camerounais que j'aime par-dessus tout. C'est comme si, une fois qu'on a dit ça ici, c'est nous qui serons les victimes de ce peuple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Pourquoi le peuple ne prend pas corps? Pourquoi les gens ne disent pas non si on laissait Dieu à côté? Parce que Dieu peut aussi faire vivre Abraham 170 ans, je ne sais pas où qui. Mais le régime peut aussi perdurer si les gens continuent à croire qu'ils ne sont pas concernés, rester à sa fenêtre et voir le changement de Bissok passer par la rue ou de Guy Parfait Songhai. Martial, on ne peut pas techniquement en appeler au peuple sans toucher la source.
Les dimensions analytiques qui sont lancées par Badakani sont des dimensions à creuser. Je vais partir maintenant sur la personne du chef de l'État, pour que l'on voit les nuances. Quand vous voyez l'esprit des indépendances, il est bien écrit, il vous suffit de voir les mémoires de Focard. Cette émission est historique, hein, entre guillemets, parce que je sens qu'on est en train d'aller loin dans l'analyse. Allez-y. Il était écrit, et Focard l'a dit, puisqu'ils veulent l'indépendance, on va leur donner des gouverneurs noirs. C'est-à-dire qu'on choisit un noir, c'est écrit noir sur blanc. On choisit un noir qu'on va appeler président, qui remplace le gouverneur blanc qui était là. Interprétation, Ahidjo était un gouverneur noir, Biya est un gouverneur noir. C'est un fait, d'un point de vue de l'analyse. Maintenant, la personne de son Excellence Biabi Vondor, Paul Barthélemy, a été choisie pour gouverner le Cameroun pour les tares et les retards qu'on savait déjà sur sa personne. C'est une personne qui a été façonnée depuis le système français, moulée pour obéir. Il a fait 20 ans d'administration. Les gens qui veulent critiquer souvent M. Biya oublient qu'il a fait 20 ans d'administration au sommet de l'État, avant de devenir président de la République. Et donc, vous voulez le dédouaner? Non, je suis en train d'expliquer que je suis un analyste. Okay. Je suis en train d'expliquer qu'on a observé la docilité du personnage et les deux chefs qu'il a eu du ministère de l'Éducation à la présidence de la République ont fait 2 rapports identiques sur lui. L'un a écrit inapte à la prise de décision, l'autre incompétent dans la prise de décision. Bien, d'un point de vue managérial, on savait, la France savait, que Maître Biabi Vondor Paul Barthélemy comme chef de l'État, c'est choisir une personne qui ferait comme expertise en management, le management laissé faire. Il n'avait pas la posture mentale, psychologique d'un chef. On est dans l'analyse. Donc à partir de ce moment, tout ce qui s'est passé, partant du coup d'État en 1984, allait parfaitement en harmonie avec leurs prévisions. Il a été déstabilisé dans le peu d'autonomie décisionnelle qu'il avait en pensant tout simplement qu'il lui faut défendre désormais son poste. Ça veut dire que quoi? M. Biya a développé une seule expertise en 34 ans de pouvoir, c'est comment rester là. Lorsque vous voyez son mode de fonctionnement, c'est une personne qui pratique, demandez aux experts en management, ils vont vous le dire. Le management, laissez faire. La seule chose où il ne laisse pas faire, c'est tout mécanisme qui représente de près ou de loin un danger pour sa position de pouvoir. Et le peuple dans tout ça, docteur? À cause de cette façon, il faut comprendre l'enchaînement. On est en pleine ingénierie institutionnelle. À cause de ce mécanisme que lui, il a développé, de sa façon de gouverner, les micro-entités systémiques autour de lui ont compris. Il a des idées, il s'active beaucoup, il est âprement mené à la lutte pour la liberté. Pour les libertés, j'allais dire. Et Badakani, c'est un honneur aussi de vous avoir dans 90 minutes politiques. Bienvenue. Vous ne m'empêcherez pas de retourner l'honneur aux journalistes et hommes politiques. Oui. Candidat à l'élection présidentielle, il faut assumer ça maintenant. Bien sûr, il y a... On ne peut pas déconnecter on va pas se dédire. On ne va pas déconnecter ça. Donc c'est un immense plaisir, n'est-ce pas, d'être là. Je salue mon ami, du coup. J'apprécie la prémonition qui va se réaliser. Hein. Merci. Qui va se réaliser. Je salue tous vos millions de téléspectateurs dans le monde entier. Canal 2, c'est une chaîne internationale. Regardez dans le monde entier. Tout à fait. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs qui nous regardent. Une fois de plus, c'est un immense plaisir d'être sur ce plateau. Alors, Guy Parfait Songué, c'est un politologue, et j'allais mettre à côté homme de Dieu parce qu'il a eu une révélation. Il soigne, il guide, il enseigne. C'est un sujet qui mérite d'être traité entièrement à part, avec beaucoup de curiosité, peut-être d'intrigue aussi et de compréhension. Merci Guy Parfait de venir, et c'est rare vos sorties, surtout en ce moment. Merci Martial Bissoc. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 2. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de direct à Canal 2. Il m'a gré d'être là, parce que de toute manière, toutes ces casquettes, je les porte bien. L'homme de Dieu sert une royauté qui s'intéresse à tous les compartiments de la vie humaine. Il y a une petite chose peut-être qu'il faudrait que les uns et les autres corrigent. Il faudrait que les hommes cessent de croire qu'il y a des compartiments de leur vie qui ne concernent pas Dieu. Et il faut qu'ils cessent de coincer Dieu dans le carcan religieux. Dieu est en tout. Dieu est dans tout.
Donc, si vous croyez qu'il y a, par exemple, la politique dont Dieu ne s'intéresse pas, c'est que vous ne savez pas qu'il s'agit du vrai Dieu, le Dieu créateur. Donc, je suis tout à fait à l'aise dans ma casquette d'homme de Dieu et de politologue parce que tout cela fait partie du service à Dieu, de bien faire son travail là où on est. Bon, maintenant, le terme révélation, c'est bien plus que ça. Les gens qui viennent chez moi le dimanche à midi, ou les patients que j'ai à travers le monde, qui sont suivis soit depuis mon mur Facebook, soit depuis mon site internet www.guyparfaitsongue.com, savent que c'est au-delà de la révélation. J'ai une succession de dons qui ont été allumés, qui sont effectifs. Effectivement, le don de guérison, à la base, il y a le fait de pouvoir faire les prédications, ce qu'on appelle le don d'évangélisation, où il y a des enseignements assez spécifiques qui sont révélés parce que je ne fais que transmettre ce que le Seigneur me donne. Il y a le don de prophétie, il y a le don de délivrance. Ceux qui viennent chez moi savent qu'on gère même des cas de possession, donc c'est loin d'être une rumeur ou quelque chose de léger. On est en train d'assister à la mort de l'enseignant pour la soutane. Il se trouve que l'enseignant reste vivant. Guy Parfait, on revient. Permettez-nous de faire le tour. Vous aurez la parole, évidemment, parce qu'on va terminer avec Samuel Zoquet, qui est évidemment un analyste politique, ingénieur agronome à la base et consultant. Et il mène bien ses activités. Bonjour Samuel. Bonjour M. Bissok, bonjour à l'ensemble du panel qui vous accompagne ce midi. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs dissimulés dans le monde qui ont pris l'habitude de regarder ce programme qui est véritablement un jeu de neurones et une tribune où on essaie de débattre des questions politiques. Alors, le premier thème, Cameroun, le thermomètre. J'allais d'ailleurs dire, quand je venais tout à l'heure, que Cameroun, l'effondrement, mais certains hystériques allaient peut-être nous traiter d'alarmistes. Non, mais il y a effondrement. Effondrement physique, et puis intellectuel, mental, effondrement politique d'un système, et ça nous intrigue, ça intrigue la communauté internationale, et puis on va commencer justement par l'effondrement au stade, déjà. Bien évidemment, c'est la petite goutte d'eau qui est à mettre à l'actif d'un régime vieillissant et croulant qui dirige ce pays depuis 37 ans. Vous voyez que le stade omnisport qui était en cours de rénovation a défrayé la chronique. Dans la journée de vendredi ou jeudi, en matinée, on nous a annoncé qu'effectivement, il y a eu affaissement d'une aile de la tribune présidentielle du stade omnisport de Yaoundé et que dans l'intervalle, on a enregistré un mort et plusieurs blessés graves. Malgré les visites multipliées ces jours-ci, j'avais envie de dire, d'appeler ça des sorties plutôt médiatiques et proches du vouloir, du paraître. Malgré toutes ces sorties du PM, on a véritablement du mal à croire qu'effectivement le Cameroun pourra véritablement abriter la compétition de la CAN de 2016 qui est prévue vers la fin de l'année. Et donc, on assiste encore une fois à une sorte d'improvisation. On est à la veille, pratiquement à quelques mois d'une échéance sportive continentale de haut niveau et les structures, des infrastructures sportives ne sont pas encore à jour. Et voyez-vous, l'incident du stade omnisport est la démonstration de ce que rien n'a été fait depuis que le Cameroun sait qu'il doit abriter cette phase finale de la CAN féminine, d'abord en 2016 et celle des garçons en 2019. Rien n'a été fait, on fonctionne sur le registre de l'improvisation qui caractérise malheureusement ce système qui est pratiquement en faillite. Et je voudrais à la suite du docteur Guy Parfait-Songue indiquer que cet incident qui arrive à l'omnisport, effectivement, on peut établir un parallèle avec, comme vous l'avez d'ailleurs superbement bien fait, on peut établir donc un parallèle avec le système qui nous gouverne en ce moment, pour tout simplement indiquer que c'est des indicateurs de ce que le régime de M. Biya est pratiquement finissant. C'est un régime qui tâtonne. C'est un régime qui n'a plus rien à proposer aux Camerounais.
c'est un régime qui est dépassé par les événements, c'est un régime qui mérite tout simplement d'être rangé dans les placards de l'histoire. Alors, Bandakani, pourquoi aller refaire du neuf sur du vieux? Est-ce que c'est pas cette culture du faux maquillage qui nous a amené un peu là aussi? Monsieur Bissoc, poser la question de savoir pourquoi on fait du neuf avec du vieux, du neuf avec du vieux. J'espère que vous voulez faire de la pédagogie. Vous voulez m'amener à sortir du fond de moi-même. Parce que ce régime n'a pas le choix. Quand vous voyez son émergence historique, parce que c'est un vieux régime, il a sa deuxième séquence de oui. Qu'il règne, qu'il ne gouverne pas. Et elles ont pris le pouvoir autour de lui. Dans ces mécanismes de prise de pouvoir autour de M. Biya, ils sont entrés d'abord parce qu'ils comprennent ça, tout est spirituel. Le pouvoir s'acquiert d'abord de façon spirituelle. Et là, on est dans le domaine ésotérique, c'est-à-dire le domaine du diable. Ils ont engagé un certain nombre de mécanismes depuis la dimension ésotérique pour anéantir le peuple. Ça, c'est la première étape où ils ont travaillé. Deuxième étape, tuer toute forme d'émergence en veillant à ce que jamais personne ne lève la tête. Ils ont institué la peur. Parce que vous vouliez comprendre, voilà les éléments qui ont été utilisés. On a institué la peur en faisant de nos résistants des maquisards. Ce qui fait que les enfants, quand on leur parle de leurs grands-parents, ils ne savent pas que leurs grands-parents étaient de véritables héros. Ils pensent que leurs grands-parents étaient des bandits. C'est comme ça qu'on a fait croire à tout un peuple comme le peuple bamileke que l'UPC était un parti de Bassara, alors que plus de 500 000 bamilekés ont été tués dans la lutte contre eux. Parce que pendant qu'on fêtait l'indépendance, les véritables indépendantistes étaient massacrés. D'abord, la peur a été utilisée comme instrument d'anéantissement de toute forme d'émergence. Ensuite, c'est systémique de recrutement conditionné. Parce que de toute façon, la précondition est surtout d'appartenir à un clan et non d'être performant, a contribué à instituer un système académique, pédagogique, scolaire, qui ne se préoccupe pas de ce qui est essentiel pour le développement de la nation. Vous n'avez qu'à regarder les contenus de programme. L'histoire du Cameroun n'est pas enseignée au Cameroun. Absolument. C'est comme ça aussi qu'on a réussi à intégrer autre chose, la division à travers le tribalisme. C'est l'une des plus grosses sottises qu'on a mises dans l'esprit des gens. Enseigner par exemple que le Cameroun a 250 langues ou je ne sais pas quoi, ça n'a pas de sens. Regardez les arbres généalogiques. Je ne parle que d'arbres généalogiques des Camerounais sur 200, 300 ans, mais ces gens ont les mêmes ancêtres. Quand on dit par exemple, j'aime le peuple de l'Ouest parce qu'il est symptomatique de ce mensonge scandaleux qui a été propagé. Les Bamilekés, on les appelle tous Bamilekés. Ça veut dire quoi Bamileke? Ça n'a aucun sens scientifique ce truc. Pourquoi est-ce que le Bamoun, quand il parle, le Tchang ne le comprend pas? On dit qu'ils sont tous Bamilekés. Qu'est-ce que le Fondjombe Kouet fait avec les noms de Bassara? Pourquoi le Baganté a les noms des Bétis? Pourquoi on n'a pas remonté les chaînes pour qu'on comprenne les vraies sources de ces choses? Pourquoi est-ce qu'ils appellent les choses de la même façon? La tête, monter en haut, descendre en bas, etc. Regardez dans toutes les langues, même si vous êtes de l'ouest, du sud, de l'est, du centre, du littoral, nous parlons la même langue, mais personne n'a enseigné ça à l'école. Oui, mais parce que politiquement, c'est plus facile d'avoir de créer une élite de l'Est avec une grosse tête et une élite du Sud avec des petits pieds. Ce n'est pas de l'invention, c'est un principe machiavélique connu, divisé pour mieux régner, injecté au Cameroun par la colonisation française et entretenu par le néocolonialisme. Parce qu'il faut répondre à vos questions. Permettez que je finisse. Allons-y, oui. 30 secondes qui est parfait. La population a été manipulée à des niveaux on ne peut même pas le soupçonner. Au point où même quand les gens ont la lucidité de constater qu'il y a des dysfonctionnements, ils n'ont même pas la densité, l'épaisseur nécessaire pour réaliser ce qui leur arrive. Pourquoi? Et c'est un principe que je voulais dire. Il a dit, certains n'ont pas compris jusqu'à quel point c'était vrai, Bandakani il a dit, ils ont appris à tuer les enfants avant même leur naissance. Ils l'ont fait au niveau ésotérique, ils l'ont fait au niveau pédagogique, ils l'ont fait au niveau politique, ils l'ont fait au niveau économique. Pourquoi? Et c'est peut-être ça que certains ne voient pas. Créer la misère est l'une des meilleures manières de soumettre un peuple. Justement, alors Samuel Zoké, quand on regarde aujourd'hui ce peuple camerounais, moi j'ai mal. Les gens nous disent, vous vivez bien, vous voulez que les autres... Bon, c'est tout un discours très primaire et grégaire que j'écoute comme ça.
Mais on ne peut pas regarder ce peuple aujourd'hui sans avoir un pincement dans le cœur. Nous qui, du haut de nos 4x4, du haut de nos V8, du haut de nos 28 immeubles, quand on passe dans la rue, il y a un message que les gens nous passent dans les quartiers. C'est invivable. Qu'est-ce qu'on peut ressentir, à moins qu'on soit insensible, comme tous ces voleurs, tous ces boss, ces pillards, ces petits gens de rien du tout finalement. D'abord, M. Bissok, on a institué un régime de la peur. Ça veut dire que, quoi qu'on dise, on va tout maquiller dans ce pays, mais le Cameroun est un État totalitaire. Et c'est un État arbitraire. Vous voyez pas de manifestations. Ça veut dire que le pouvoir est tel qu'il faut pratiquement écraser tout individu. Et ça a mis la peur dans la conscience du peuple camerounais. Et l'autre chose, M. Guy Parfait-Songhé l'a dit, c'est la clochardisation systématique de l'ensemble des Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ce qu'on appelle cadre dans les multinationales, leur salaire, c'est une sous-traitance qui traite leur salaire et qui paye à la fin du mois. Ils n'ont même pas de cotisation à la CNPS. C'est pour ça que la CNPS a risqué de faire faillite s'ils n'avaient pas mécaniquement essayé d'amener... Ça veut dire qu'on va prendre une société, faites-moi un procès si vous voulez... Société de placement du personnel. Oui. On va vous licencier de la multinationale et c'est la société de prestations qui va vous recruter et qui va maintenant vous vendre à la multinationale. Et au quartier, on va vous appeler cadre parce que vous avez une voiture grossière de branding. Vous n'en êtes pas. Le jour où vous perdez votre emploi, c'est là où on se rend compte que c'était une coquille vide. Et cette clochardisation, lorsqu'on a commencé par les masses les plus inférieures, les autres qui s'estimaient être des cadres ont cru qu'ils étaient à l'abri. C'est la même chose quand on dit aujourd'hui que nous avions cette administration des délinquants. C'est quoi? C'est la clochardisation du fonctionnaire au Cameroun. Quand vous voyez la rémunération de ceux qui nous dirigent, si c'est ça, si c'est de ça qu'ils devraient vivre, je dis tout le monde... Mais est-ce que c'est pour ça qu'on va partir de 100 000 à 1 milliard dans sa poche? Voilà les causes, M. Bissok. Lorsque les gens ont accepté d'être payés en monnaie de singe dans la haute administration, parce que personne aujourd'hui dans la haute administration ne peut avoir 500 000 francs de salaire, ça il faut le savoir, jusqu'au ministre. Et curieusement, les gens ont développé des mécanismes de soustraction de la fortune publique. Et ces mécanismes, ils les ont institutionnalisés. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que les gens ont pratiquement fait du banditisme une religion, une pratique, et ils ne se donnent même plus des limites. Quand vous prenez le cas d'Ekribi, M. Bissok, et l'autre chose, j'allais en venir, c'est que dans la gestion de nos États, les rôles ne sont pas bien clarifiés. Vous avez ce qu'on appelle un éparpillement des rôles et vous avez même ce que j'ai un chevauchement. Prenez même les ministères, prenez des questions de gestion d'environnement. Vous allez trouver 10 ministères qui s'agglutinent là, personne ne fait rien. Et c'est ce qui fait que la gestion du terroir aujourd'hui, vous avez l'administration territoriale qui est au début et à la fin. Comment un sous-préfet peut être celui qui va faire les descentes pour matérialiser les terrains? C'est lui qui va constater la rémunération qu'on doit accorder à ceux qui ont été déguerpis et c'est lui qui doit venir verser cet argent aux bénéficiaires. Grossièrement. Praïdjo, c'est Biya, mais c'est le même système politique. Biya a aggravé parce que l'aggravation de la vacuité historique de tel régime est inscrit dans l'évolution. Même si ça avait été Aïdjo qui était trouvé président, on assisterait à ce qu'on voit là. Vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec le vieux au fouet. Et les autres, c'est la structure de ces régimes-là qu'il faut interroger sérieusement si on veut comprendre. Ils ne peuvent que bricoler. Ils n'ont pas d'autre choix. Ça surprend ceux qui se contentent de comptabiliser les effets au détriment des causes. Pour comprendre ce régime, il faut être un bon médecin, c'est-à-dire savoir articuler les effets à la cause. Si vous êtes un médecin, le docteur Parfait-Songhé guéri, il comprend bien ça. Vous êtes médecin et que vous passez votre temps à soigner les effets d'un malade, vous le tuez en douceur. Il faut attaquer la cause, poser le diagnostic, attaquer la cause et les effets vont disparaître parce que vous avez attaqué la cause. Donc, on est en face d'un système, d'un régime politique qui était condamné dès sa naissance et qui s'est effondré dès le jour où il est né. Vous n'avez qu'à convoquer les grands auteurs historiques. Les Dumont ont écrit des choses que si vous lisez aujourd'hui, vous aurez même honte.
Tout ce qui se passe dans le livre du moins écrit, l'Afrique n'est mal partie. Il décrit quel est le destin de ce type de régime. Régime essentiellement néocolonial. Ce sont des régimes extrêmement néocoloniaux qui n'ont pas vocation à développer le pays, mais plutôt à développer les contradictions néocoloniales pour les mener à leur extrémité. C'est-à-dire, comme au Congo, par exemple, je ne sais pas lequel, j'ai juste pris un Congo au hasard, pour s'assurer de sa longévité, de sa mort au pouvoir, on est prêt à brader le pétrole des Congolais. Mais vous avez tout dit. Le destin des États, comme ceux du Cameroun, c'est de nous conduire, c'est de nous reconduire à la colonisation. Et vous devez voir l'histoire de l'Afrique depuis la crise ivoirienne. Tout le monde sait, ce qui refusait de voir qu'il y a un projet de recolonisation de l'Afrique. Et c'est la mission historique des États néocoloniaux dont le Cameroun nous conduit à ça. Et regardez notre pays aujourd'hui, vous parlez de fondement. Regardez le pays, regardez tous les indicateurs. Vous avez un pays qui, sous le président Avaïdjo, avait quand même accumulé des indicateurs qui permettaient de savoir que bon, ce pays va quelque part. Il y avait des statistiques économiques, néocoloniales on peut dire, mais il y avait des acquis à ce niveau, de grosses entreprises publiques qu'on aurait pu transformer en champions, comme les Chinois l'ont fait par exemple, s'il y avait des gens qui avaient un projet. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout vendu. On l'a tout privatisé. Vous voyez aujourd'hui, le principal pilier du régime, c'est Bolloré. Donc on est revenu Vous l'avez tout compris. au point zéro. On est revenu à Kyriakides et compagnie. Et dans Alors, tous les domaines. Qui parfait son gars? À la suite. À la suite de ce que Bandakane vient de dire, puisqu'il a ouvert effectivement la problématique là où on devrait l'ouvrir sur un angle clinique, il faudrait s'étonner de voir qu'il y en ait encore qui soient surpris de l'effondrement. Ça fait des années que nous sommes en train de dire que le Cameroun fait partie des pays d'Afrique francophone qui n'ont pas obtenu d'indépendance. Parce que l'indépendance en elle-même était une imposture. On peut le dire autrement. Les fondations du Cameroun sont, pour l'essentiel, la médiocrité. C'est ceux qui ne voulaient pas l'indépendance qui l'ont reçue, ceux qui avaient une vision, qui avaient des convictions, qui avaient vocation à gouverner ont été décimés. La médiocrité ayant été installée au départ, c'est créer le système de médiocratie. C'est devenu un système avec une mécanicité rigide de destruction, d'anéantissement de tout ce qui existe de positif. Les gens médiocres sont comme ça, c'est symptomatique. Ils se méfient de toute forme d'émergence. Ils ont systématisé un mode de recrutement autour du gouvernement et à travers l'État qui a pour précondition la soumission à des sottises et à des bêtises. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'appartenance prioritaire à des clans, à des ethnies, à des groupes, à des micro-entités systémiques qui sont claniques, ethniques, politiques ou ésotériques. Et avec le temps, le satanisme étant, parce qu'il faut appeler chacha, le satanisme étant, ils ont systématisé cela au-delà du politique, même dans le champ économique. Ils ont laissé pousser des entreprises dans lesquelles pour être recrutés, les préconditions, même dès le départ, sont d'appartenir à une organisation ésotérique. Ils ont amené ces préconditions. Au Cameroun, il n'y avait pas de problème d'homosexualité. Il y avait au départ au Cameroun un problème de soumission à des pratiques homosexuelles pour l'élévation politique. Ils sont partis des pratiques homosexuelles à systématiser l'homosexualité. Alors, cette perversion n'ayant pas de limite, et comme ils pratiquent de façon satanique à un niveau que les populations avec le bon sens commun ne peuvent pas soupçonner, ils ont réussi à noyer même la conscience nationale et à désubstantialiser le peu de nationalisme qui pouvait permettre de sauver le bateau. Avec le temps, le régime Biya, qui est effectivement la continuité du régime Ahidjo, est arrivé à jouir, permettez l'expression, de ses propres bêtises, au point où il n'a aucune chance de trouver des solutions, puisqu'il a veillé lui-même à anéantir tous ceux, et pas seulement tous ceux qui, mais tous ceux qui pouvaient l'aider à se questionner et à se réorganiser, à se réorienter. Maintenant, on est dans une situation où même les aveugles voient que le pays va mal.
Les experts comme au Nanguini. Il y a quelques aveugles qui ne voient rien du tout. C'est de la mauvaise foi caractérisée. Ils ne voient rien du tout. Si quelqu'un estime que le Cameroun est un pays qui se porte bien, en l'état de pourrissement que l'on voit dans l'espace public, c'est qu'il est de mauvaise foi. Alors, GPS, Guy Parfait Songuer, on revient à vous dans quelques instants. Samuel Zoquet, j'ai suivi sur un plateau, vous êtes d'abord un consultant sportif et vous avez des responsabilités au sein de l'appareil sportif du Cameroun. Quand on dit par exemple pour sortir, hein, j'ai suivi chez mon ami et frère Bouba Ngomna qu'on dépense plus d'un demi-milliard pour des véhicules alors que les chantiers sont bloqués. Et on vous dit que non, ces directeurs d'administration ont besoin des véhicules pour aller contrôler les chantiers. Moi, j'ai des gens qui m'appellent pour me dire, si ce n'est pas la preuve qu'on est fou, il faut qu'on trouve autre chose. Est-ce que c'est votre sentiment? Parce qu'eux, ils se justifient en disant, mais un directeur ne peut pas transpirer, c'est fait des véhicules de luxe pour aller. Je leur rappelle jusqu'au Rwanda, tout l'État rwandais a 10 véhicules. Et du président jusqu'au dernier ministre, 10 véhicules. Le parc automobile, c'est chiffré, c'est vu, et nous, on ne comprend rien. Les gens n'ont rien. Martial Bissok, c'est des comportements inadmissibles dans un pays parce que je suis un peu étonné que ça passe comme s'il n'en était rien. Mais dans un état sérieux, on ne poserait pas de tels actes. Parce qu'il faut déjà noter que les chantiers en question n'existent même pas. Comment est-ce qu'on va trouver des voitures pour des gens qui vont visiter des chantiers ou alors qui vont implémenter des chantiers qui n'existent nulle part? Parce que tout à l'heure, vous parliez de l'effondrement du stade Omnisport Amadou Ahidjo. La tribune présidentielle. Oui, et on arrive à ce stade alors que préalablement, on devrait construire un stade à Yaoundé, qu'on a même appelé le stade Paul Biya. Et ce stade, à l'heure où nous parlons, rien n'a encore commencé. Et c'est de la pure sorcellerie. C'est M. Guy Parfait Songuer qui aime souvent cette expression, et elle est réelle. Allez du côté de Yassa. Il y a un stade qui doit être construit là-bas et on est au deuxième site. Ça veut dire qu'on a préalablement choisi un site qui s'est avéré être inapproprié pour la construction d'un stade. On est allé à un second site qui n'arrive pas aujourd'hui à être matérialisé et où on voit l'effectivité des activités. Et vous savez que la Coupe d'Afrique des Nations, pour la version masculine, c'est en 2019 et en janvier. Ce qui voudrait dire que si on veut être dans un tableau de bord, on pourrait considérer que c'est une activité qui se réalisera en 2018. Et la construction d'un stade, tous les experts sont unanimes là-dessus, c'est 36 mois minimum. Dans un pays où on travaille le jour et la nuit. Or, au Cameroun, nous connaissons le rythme de travail. Et maintenant, quand vous prenez la fluidité de la ville, une ville comme Douala, pour s'approprier des inputs qui vont entrer dans la construction de ces stades, vous comprenez, pour reprendre M. Bada Kani, qui reprenait Henri Dumont, nous sommes mal partis. Et maintenant, les gens ne se soucient même pas du gap, du retard accumulé, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la gabégie, ça veut dire que s'approprier des véhicules qui n'ont aucun impact dans la réalisation de cet ouvrage-là. Parce que ces véhicules ne participent en rien dans la mise en place de ces infrastructures. Il faut noter que tous ceux qui sont nommés pour suivre ces activités sont tous véhiculés. Et tous ont des bombes de carburant. On ne peut donc pas comprendre dans un État qu'est-ce qui peut pousser des individus à de tels ajustements et, curieusement, dans cette opacité-là, qu'on jouisse d'une impunité réelle. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit même pas de hic qui va dans le sens d'arrêter cette gabégie. Au contraire, les gens s'en vantent plutôt. Alors, on a déjà fait, je rappelle que l'émission est très suivie sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube. Posez des questions, allez sur la page de l'émission, hashtag 90 minutes politique sur Twitter ou bien sur mon compte, Martial Bissok, et échangez avec nous en direct et en live. Alors, le port de Kribi, moi je sors de Kribi là et c'est quand même une curiosité mondiale. Toute une administration centrale, des préfets, jusqu'au secrétaire, et à Kondengui, ils se sont fait raser la tête hier et avant-hier. Et on dit que c'est une vague de 25, il y a une autre vague qui arrive, et on dit que les plus gros poissons sont encore dehors, des gouverneurs, des ministres, mais c'est pas possible qu'on en soit arrivé là. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens? Qu'est-ce qu'on peut dire à l'opinion?
C'est quand même terrible qu'on ait arrêté tous ces gens, même des préfets en activité, sous-préfets, des hauts cadres, pour une affaire de terrain et de port et de vol. Djipo. En réalité, c'est un scandale. C'est le énième scandale qu'on enregistre dans ce chapitre-là. Vous savez très bien que les questions de détournement de fonds, les questions d'abus de biens sociaux et autres ne datent pas d'aujourd'hui. Et ce qui s'est passé à Kribi est tout simplement ahurissant. C'est-à-dire que des riverains qui ont été déguerpis n'ont pas pu rentrer effectivement et en totalité de leurs droits, droits de propriété, s'entend. Et par quelque alchimie, tous ce beau monde que vous avez cité là ont été mouillés dans des transactions financières, dans des transactions foncières. Et c'est tout simplement dommage pour un pays qui aspire à être émergent. Donc moi je crois que en réalité, ce n'est même plus une surprise pour tous ceux qui savent comment ce régime fonctionne. Moi je vais encore insister là-dessus pour indiquer que lorsqu'en 1982, M. Biya arrive au pouvoir, des grands espoirs sont fondés en lui. Les gens pensent que voilà quelqu'un qui va faire changer les comportements et il vient avec un slogan qui aujourd'hui est devenu tout simplement creux et désuet, rigueur et moralisation. Qu'avons-nous fait de ces deux slogans-là? C'est-à-dire 34 ans après, qu'est-ce que c'est devenu? Bon, voilà comment ce monsieur a tout simplement changé de cap et tous les espoirs qui étaient placés en lui se sont évaporés, ont même fondu comme beurre au soleil. Et finalement, tout le système qu'il a entretenu, qu'il a mis en place et huilé, est un système de prébendier, un système de rente où chacun veut accaparer le maximum de milliards possible pour s'assurer un matelas financier et un repos doré dès le lendemain qu'on n'est plus aux affaires. Donc, moi, je pense que ce qui arrive à Kribi et ce qui devrait même arriver ailleurs devrait tout simplement nous pousser à comprendre qu'effectivement, il est temps qu'on débarrasse le plancher, autant pour moi. Il est temps que M. Biya et son régime comprennent que ça ne va pas et que on peut leur aménager une sortie honorable en démissionnant tout simplement et en confiant les rênes de ce pays à des hommes purs, sûrs, sur qui les profondes aspirations du peuple sont orientées maintenant, c'est-à-dire des hommes qui sont véritablement des patriotes, parce qu'on a le sentiment que tous ces gens-là ne travaillent pas pour le Cameroun. On a un droit de se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment des Camerounais qui se comportent ainsi dans leur propre pays? Est-ce que nous allons nous développer? Est-ce que c'est les... Excusez-moi, je n'ai rien contre les Congolais. Est-ce que c'est les Congolais qui viendront développer le Cameroun en notre place? C'est quand même incroyable que ceux qui sont comme des modèles aujourd'hui, qui ont fait leur temps, continuent à ne pas penser à l'avenir de ce pays et continuent comment on dit ça, à détruire tout le petit capital de confiance que le peuple leur a placé en eux. Donc moi je trouve ça scandaleux que dans ce pays, qu'on n'arrive pas enfin à comprendre que l'intérêt général doit primer sur tout. Le vivre ensemble est une donnée fondamentale pour une nation qui veut être émergente. De belles paroles philosophiques, Bandakani. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce régime? On a l'impression que quand on dit stop, on vole encore plus. Donc on s'en bat à Bamenda, à Yaoundé, mais c'est un biaïsme. Je ne sais pas comment qualifier cette maladie qui pousse l'autre à voler tout. Que peut faire Biya? Je ne sais même plus qui est accusé. C'est pas compréhensible quand même. C'est pas compréhensible. Très belle question, Martial, comme vous avez l'art de les poser. Vous savez qui est